On va débuter avec le professeur Boutouri de Paris, qui a une compétence comme pharmacologue d'une part, et qui a une grande expertise aussi sur le risque cardiovasculaire, et qui va clarifier pour nous l'impact des éveillants et des psychostimulants. Et il y a une question très importante qui est associée avec ça, qui est le risque cardiovasculaire de ces médicaments dans une population de syndrome d'apnée du sommeil qui est très souvent comorbide. Donc Pierre, tu vas nous éclairer comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis, merci à tous ceux qui bravent l'hypoglycémie, comme il a été dit précédemment, pour écouter notre topo. Et puis merci à l'organisation d'avoir pensé à moi pour faire ce topo. Donc c'est une vision de cardiologue et de pharmacologue sur un problème respiratoire. Et donc vous excuserez ma naïveté sur certains aspects, mais je vais essayer d'illustrer. Donc tout d'abord, je n'ai comme conflit d'intérêt que de travailler régulièrement avec Bioprojet, et j'ai travaillé aussi avec Jazz Pharmaceutics sur le solfriamterol. Donc pour le cardiologue, en fait, j'ai découvert, et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez comme message, que les patients qui ont des troubles du sommeil, que ce soit des apnées obstructives du sommeil ou la narcolepsie, sont aussi des patients cardiovasculaires. Alors je le savais puisque dans ma pratique, on a beaucoup de patients qui sont apnéiques, puisque moi je fais beaucoup d'hypertension artérielle et de cardiologie en général, mais je ne l'avais pas vu non plus du point de vue du pneumologue et à quel point en fait les deux pathologies sont intriquées. Donc ça va être un petit peu le leitmotiv de ma présentation pour essayer de vous sensibiliser à cela et de voir qu'avec des mesures simples, on peut effectivement prendre les choses en main, puisque en fait, ce qui va finir par tuer vos patients, c'est les maladies cardiovasculaires, même si la symptomatologie au départ est respiratoire, apporte de l'inconfort, apporte des problèmes propres pulmonaires, mais ce qui va les tuer, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, il y a des raisons à cela. On voit que sur ce schéma, je ne sais pas si le pointeur fonctionne, si. On voit sur ce schéma que en fait, les points communs qu'il va y avoir, ça va être la surcharge pondérale, ça va être l'activation du système sympathique et du système nerveux autonome, et puis les modifications métaboliques qui vont concourir à l'apparition des maladies cardiovasculaires sur le long terme, avec l'augmentation de pression artérielle, les hypertensions systémiques et pulmonaires, les arythmies, le remodelage cardiaque, le diabète. Alors, les diapos passent toutes seules, je suis désolé, ça va un petit peu vite. Donc sur les mécanismes, je vais aller relativement vite aussi. C'est important parce que vous avez le rôle central des hypocrétines et puis le déficit du système nerveux autonome en sérotonine, qui vont jouer un rôle absolument essentiel, à la fois pour la genèse des apnées, et puis aussi, c'est les mêmes centres et les mêmes médiateurs qui vont être impliqués dans la régulation de la pression artérielle. Donc on a vraiment une intrication extrême des deux pathologies. Donc on le revoit sur ce schéma synthétique, où vous avez d'un côté la dysautonomie et ses effets cardiovasculaires, avec l'augmentation de pression artérielle, l'inflammation vasculaire, et quelque chose qui va pouvoir être modulé par les médicaments de la narcolepsie ou les médicaments éveillants. Et puis vous avez les effets centraux et les effets métaboliques qui vont concourir aussi à l'augmentation du risque cardiovasculaire. Ah, ça va un petit peu vite. Donc, pour illustrer mon propos, j'ai choisi un cas clinique qui est un patient que j'ai vu il y a quelques mois en consultation, qui est un patient de 74 ans, traité depuis l'âge de 40 ans par multiples traitements pour son hypertension artérielle. Il a une obésité abdominale, des troubles du métabolisme glucidique, une dyslipidémie, un syndrome métabolique. Donc, il n'a pas de cardiopathie à proprement parler et il a une pression artérielle qui n'est pas tout à fait contrôlée à l'objectif, puisque au cabinet, il a 144,84 et à la maison, il a 135,85, donc il est à peine à l'objectif. Donc il a un syndrome d'apnée du sommeil qui est sévère, avec une CPAP qui est prescrite mais qui n'est mal suivie du fait de l'inconfort, et il se plaint de somnolence diurne excessive,
avec des endormissements qui ont conduit à des quasi-accidents. Et donc, il a absolument une nécessité de prise en charge. Donc, il a été adressé dans un centre de médecine du sommeil. Ils ont adapté sa CPAP et malgré tout, il reste somnolent. Donc, est-ce que je peux en toute tranquillité lui prescrire des médicaments éveillants? C'est vraiment la question clinique qui se pose. Donc, la première chose que le cardiologue et le pharmacologue devraient faire, c'est de regarder quels médicaments interfèrent avec le sommeil. Donc, les médicaments qui sont actifs sur le sommeil, il y a les opioïdes, les antiallergiques, les benzos, et je vais passer la liste, mais il y en a de nombreuses. Et puis, il y a les psychostimulants de consommation courante comme le café ou la nicotine, et puis les drogues illicites qui vont effectivement jouer, et le rôle aggravant de l'alcool. Donc ça, c'est quelque chose qui, nous, cardiologues, on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais qui convient évidemment de faire dans le cadre d'une consultation où le patient rapporte spontanément des troubles du sommeil. Maintenant, sur les médicaments qui ciblent l'endormissement excessif, dans les médicaments dits éveillants, donc on ne va pas faire toute la liste ici, est-ce que ce serait fastidieux, mais je vais attirer votre attention sur ce qui est marqué en rouge ici, sur les effets indésirables de ces médicaments-là. Et vous voyez marqué pour pratiquement tous hypertension artérielle, y compris pour le pitolisant sur des modèles animaux. Et c'est une question qui se pose puisqu'en fait on va stimuler l'éveil et au travers de neuromédiateurs qui sont impliqués dans la régulation de la pression artérielle. Donc intrinsèquement on a l'impression que c'est quasiment indissociable et on va voir que le pitolisant finalement s'en sort bien dans cette affaire-là puisqu'il a très peu d'effets sur la pression artérielle, si tant est qu'il en est, et ça sera développé par Jean-Louis Pépin un petit peu après. Donc, le pitolisant, qu'est-ce que c'est? C'est un agoniste des récepteurs à l'histamine, des récepteurs H3, qui va diminuer la biodisponibilité par un rétrocontrôle présynaptique de l'histamine et conduire à une modulation de la sécrétion de sérotonine dans le système nerveux central, et de cette manière promouvoir l'éveil. Donc la tolérance, alors je ne vais pas parler de l'efficacité du pitolisant, parce que mes collègues vont le faire beaucoup mieux que moi, mais très rapidement, c'est un médicament qui est efficace et qui permet d'améliorer les symptômes d'hypersomnolence diurne. La tolérance cardiovasculaire, on le voit ici sur ce graphique, où vous avez sur la gauche l'efficacité sur des scores de somnolence, avec ici en rouge, d'amélioration du score sous pitolisant par rapport au placebo. Et vous voyez sur la pression ambulatoire artérielle, absolument aucun effet hypertensif. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très rassurant. Et là encore, Jean-Louis Pépin va développer sur ces aspects-là. Mais on est quand même un petit peu alerté par d'autres médicaments du sommeil. Donc j'ai pris, parce qu'il n'y a pas de recommandation pour l'instant sur les médicaments de l'éveil dans les troubles respiratoires, mais j'ai pris les syndromes d'hyperactivité et de déficit d'attention avec les dérivés des amphétamines, puisqu'en fait une hypertension préalable est une précaution d'emploi, n'est pas une contre-indication, et c'est quelque chose qui devrait et qui contraint à un suivi cardiovasculaire assez étroit des patients chez qui on veut prescrire la méthamphétamine, le méthylphénidate ou la motoxétine. Donc, pourquoi est-ce que ce serait différent pour les patients qui ont des apnées du sommeil et de l'hypersomnolence? La question se pose. Donc, un petit mot sur le solriamfétol, qui est un médicament qui est présenté d'emblée comme un non-amphétaminique, mais quand on regarde la molécule, en fait, ça ressemble assez étrangement quand même à une molécule d'amphétamine, puisqu'on retrouve exactement la même structure chimique, et puis un mode d'action qui est extrêmement proche, que je ne vais pas détailler, puis qui est extrêmement proche des amphétamines. Donc quand on regarde la comparaison, donc ça c'est un graphe qui correspond à l'effet sur la pression artérielle du méthylphénidate et de l'atomoxétine sur la pression artérielle, et j'ai superposé ce que l'on obtient avec le solriamfétol, et on voit qu'en fait on a une augmentation de pression artérielle qui est du même ordre de grandeur à dose usuelle que celle observée avec des amphétamines.
Donc, pour vous dire que ce n'est pas une amphétamine, mais ça fait monter la pression artérielle parce que ça n'a pas de potentiel addictogène. Mais par contre, ça fait quand même monter la pression artérielle de façon significative. Donc, quand on regarde sur la fréquence cardiaque, on a absolument, c'est plus petit, je suis désolé, mais c'est le même ordre de grandeur pour des doses usuelles de médicaments. Et donc, là aussi, comparable avec ce qu'on a avec des médicaments amphétaminiques. Eh bien, c'est des phénomènes que l'on a aussi en population. Quand on regarde, ça c'est une étude de Jean-Louis Pépin, on voit que selon les sous-groupes de patients auxquels on s'intéresse, on a des deltas de pression qui sont de l'ordre de 4 à 5 mm de mercure et jusqu'à 7 mm de mercure, ceci en pression ambulatoire et en pratique courante. Donc ça n'est pas rien, et c'est là aussi où j'aimerais vous sensibiliser dans mon rôle de cardiologue. Un delta de pression de 4 mm de mercure, ça représente 10 à 15% de risque cardiovasculaire et ça représente à peu près en négatif l'effet d'un médicament antihypertenseur. Donc on est dans des modifications qui sont cliniquement significatives et qui peuvent s'accompagner d'un surrisque pour les patients. Donc c'est ce que j'illustre sur cette diapositive-là, qui est basée sur des méta-analyses avec des millions de patients. 5 mm de mercure, c'est 15% de risque, donc ça n'est pas rien. Même si au niveau individuel, c'est difficile à évaluer parce qu'il faut de l'automesure de bonne qualité ou de la mesure ambulatoire. Donc pour finir et conclure, moi ce que j'ai pris comme message, c'est que d'abord il faut bien s'habituer à regarder les substances qui peuvent interférer avec le sommeil, évaluer le profil de risque cardiovasculaire des patients, pour essayer d'évaluer au mieux le profil, la balance risque-bénéfice de médicaments qui potentiellement peuvent augmenter la pression artérielle. Donc les choses à faire chez le patient sont finalement relativement simples. C'est mesurer soigneusement le niveau de risque cardiovasculaire en utilisant les échelles de risque publiées qui sont très simples, où il y a l'âge, la pression artérielle, le cholestérol, le diabète et le tabac, et faire la somme de tout ça. Vérifier la pression artérielle par des méthodes valides, c'est-à-dire la pression ambulatoire ou la pression à domicile, et puis prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire et les traiter. Alors je sais qu'il y a, les pneumologues ne vont pas se transformer en cardiologues, mais par contre alerter le médecin généraliste ou alerter le cardiologue sur une pression artérielle qui n'est pas équilibrée quand vous voyez le patient, c'est quelque chose où vous rendrez énormément service au patient en le faisant et en étant sensibilisé. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer les échelles de risque utilisées. Donc c'est graphique, c'est très simple. Et en fait, tout patient à risque intermédiaire ou élevé doit être référé au cardiologue. Et les autres, par contre, intensifier la prise en charge des facteurs de risque. Avec ça, voilà, c'est le take-home message. C'est ce que j'ai dit à l'oral. J'anticipe toujours sur mes diapos. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.